Par une nuit d'hiver dans la région frontalière du Colorado, un cowboy sans le sou tomba par hasard sur une scène incroyable. Une jument sauvage lourdement chargée, à moitié ensevelie sous la neige, s'accrochait à la vie. Il pensait que la sauver serait son seul combat contre la tempête. Mais ce que cette jument blessée lui fit découvrir dans les montagnes allait bouleverser de vieilles légendes, démasquer de puissants ennemis et laisser toute une ville bouche bée. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-nous d'où vous la regardez. Et si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner. Le vent hurlait comme une bête blessée à travers la frontière du Colorado, déchirant les canyons et secouant les branches nues des pins. C'était à la fin du siècle, dans les années 1870, et la ville montagneuse de Dry Creek était ensevelie sous une tempête si violente qu'elle effaçait le monde au-delà de la portée de l'homme. La neige tombait en épais flocons, poussés par le vent, recouvrant les toits, les clôtures et les charrettes jusqu'à ce que tout ne soit plus qu'un voile blanc. Les portes battantes du salon avaient été barrées, les lanternes aux fenêtres étaient éteintes, et même les chiens s'étaient réfugiés dans les granges et les caves. Les rues étaient vides, balayées par la glace et le silence. Pour la plupart des habitants de Dry Creek, une nuit comme celle-ci équivalait à une condamnation à mort si l'on osait s'aventurer hors de chez soi. La route de montagne qui serpentait vers le nord en direction du col était particulièrement dangereuse. Une bande étroite accrochée aux falaises glissantes, couvertes de boue gelée. Pourtant, sur cette route, chevauchait une silhouette solitaire, grande, mince, enveloppée dans un manteau usé par les intempéries qui ne suffisait pas à empêcher le froid de lui ronger les os. Les sabots de son cheval craquaient dans la neige qui atteignait les étriers, chaque pas étant un effort. Il s'appelait Elias Ward. Et pour les habitants de Dry Creek, c'était un homme dont personne n'avait besoin de se souvenir. Autrefois, Elias possédait une modeste propriété à l'extérieur de la ville, un lopin de terre où il élevait du bétail et rêvait de se construire une vie qui valait la peine d'être vécue. Mais les dettes s'étaient accumulées. La sécheresse avait fait des ravages et la terre lui avait échappé pour passer entre les mains de ses créanciers. Il vivait désormais dans une cabane délabrée à la périphérie, rafistolée avec des planches et du papier goudronné. Un endroit à peine convenable pour les poulets qui ne picoraient plus là. Il faisait des petits boulots, ferrant les chevaux pour le forgeron, transportant du foin pour les éleveurs qui le payaient en pièces et en pitié. Les habitants de Dry Creek parlaient de lui à voix basse, souvent avec un sourire en coin. Ward était un idiot de penser qu'il pouvait garder ses terres sans argent. Au saloon, on se moquait de son silence, de la façon dont il sirotait un seul verre de whisky comme s'il s'agissait de son seul ami restant. Il se comportait avec une endurance tranquille. Son manteau était effiloché, ses bottes éraflées, son chapeau décoloré par des années d'exposition au soleil. Son visage était marqué par plus de 30 ans de vie. Ses épaules étaient nerveuses mais solides. Un homme qui semblait avoir lutté contre les tempêtes toute sa vie et perdu plus souvent qu'il n'avait gagné. La tempête de neige le fouettait maintenant, lui piquant les yeux et lui coupant le souffle. Mais Elias continuait d'avancer. Les nuits comme celle-ci, où le monde semblait déterminé à effacer toute trace de lui, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il méritait peut-être d'être oublié. Alors que le vent hurlait dans le canyon, il murmura dans le col de son manteau. Peut-être que mon destin a toujours été enfoui sous cette neige. Il était à mi-chemin de la crête lorsqu'il l'entendit. Au début, il crut que c'était le vent qui changeait de tonalité, une illusion due à la tempête qui avait déjà rendu fou d'autres hommes. Mais le son revint, faible, entrecoupé, un son qui n'appartenait pas à la tempête, un cheval. Elias tira sur les rênes et sa monture secoua la tête, nerveuse. Le cri retentit une fois de plus, cette fois-ci rauque et rempli d'une douleur qui transperçait le hurlement de la tempête. Ce n'était pas l'écho sauvage des arbres qui se brisaient, ni le gémissement de la glace. C'était un son vivant, une supplication désespérée. Il hésita. Cela pouvait être un piège que les chasseurs utilisaient parfois pour attirer les imprudents avec des animaux blessés. Ou cela pouvait n'être rien de plus que son esprit fatigué, engourdi par la faim et le whisky, qui inventait des fantômes. Pourtant, quelque chose dans ce cri le toucha trop profondément pour qu'il puisse l'ignorer. Il descendit de sa selle, s'enfonçant jusqu'aux chevilles dans la neige, et porta une main à son oreille. Le monde retomba dans le silence entre deux rafales, et dans ce silence fragile, il l'entendit à nouveau.
le gémissement d'un cheval sur le point d'abandonner. Doucement, mon garçon, murmura Elias à son propre cheval, le attachant à un pin rabougri. Il plissa les yeux pour se protéger de la neige qui tourbillonnait et s'avança vers le bruit, chaque pas plus lourd que le précédent. Ce qu'il découvrit lui serra le cœur. Là, à moitié ensevelie dans une congère au pied d'un pin tordu, gisait une jument comme il n'en avait jamais vu d'aussi près. C'était une Mustang sauvage, dont la robe brune foncée était maintenant recouverte de glace et de saleté. Ses flancs étaient gonflés par la grossesse. Sa patte arrière était ensanglantée, raide, pliée de manière bizarre, là où une blessure s'était infectée, et autour de son cou s'accrochaient les restes effilochés d'une corde presque rongée, traînant dans la neige, comme un nœud coulant brisé lors d'une fuite. Ses yeux s'ouvrirent à son approche, d'un brun profond, lumineux dans la pénombre de la tempête. Ce n'étaient pas les yeux d'une bête devenue folle, c'étaient des yeux remplis d'épuisement, de volonté à bout, mais refusant toujours de se rendre. Elias se figea. Les chevaux sauvages n'étaient pas connus pour supporter la présence des hommes. Ils s'enfuyaient, ruaient, mordaient ou mouraient dans un geste de défi. Pourtant, cette jument se contentait de l'observer. Elle ne broncha pas lorsqu'il s'agenouilla, ne montra pas les dents lorsqu'il tendit la main vers la corde. Pendant un long moment, ils se regardèrent. Deux créatures laissées en lambeaux par la main impitoyable de la vie. Elias avait l'impression de se regarder dans un miroir, un survivant marqué et rejeté. S'accrochant à ses dernières forces, son souffle embuait l'air glacial tandis qu'il murmurait « Si tu n'abandonnes pas, moi non plus. » Il ôta son lourd manteau et le posa sur son corps tremblant. La jument haletait, embuant la nuit, mais elle ne résistait pas. Elias creusa la neige à main nue, grattant et soulevant jusqu'à ce que la neige se détache. Il appuya son épaule contre son flanc, tendant tous ses muscles. « Allez, ma fille, encore un petit effort », l'encouragea-t-il d'une voix rauque. La mère gémit, se déplaça et, dans un violent élan de volonté, se libéra et s'effondra sur un sol plus ferme. Elias faillit tomber à côté d'elle, haletant, les doigts à vif et brûlants. Il fit une boucle avec la corde effilochée et l'encouragea doucement à se relever. Elle tituba et faillit retomber. Mais il la stabilisa en lui murmurant des encouragements jusqu'à ce qu'elle retrouve son équilibre. Pas à pas, dans une agonie interminable, il la ramena vers le sentier. Lorsqu'ils arrivèrent à sa cabane, Elias était lui-même au bord de l'effondrement. Il la guida dans l'ancienne étable, dont le toit à moitié effondré était rafistolé avec du papier goudronné, et étendit un lit de paille récupéré dans le grenier. Il attacha la corde sans serrer à un poteau, plus pour la maintenir en place que pour la retenir. Puis il alluma un feu dans le brasero en fer, dont la lueur chassa les ombres froides. La mère s'effondra sur le foin, haletante vraiment. Elias s'assit dans la poussière à côté d'elle, frissonnant, l'odeur de la peau mouillée et de la fumée épaisse les enveloppant. Dehors, la tempête frappait les murs, faisant vibrer les volets jusqu'à donner l'impression que le monde entier allait s'écrouler. Elias fixa la mère, les yeux mi-clos, le corps tremblant. Mais vivante. Vivante parce qu'il avait choisi de ne pas se détourner. Il se frotta les mains au-dessus des flammes, puis tendit la main pour caresser sa crinière humide. Vous avez survécu à pire que cela, n'est-ce pas, les filles? Vous avez survécu aux cordes, aux appâts, au froid. Vous avez réussi à arriver jusqu'ici. La mère poussa un soupir las. Elias s'adossa contre le poteau de l'écurie, le corps indolori par les épreuves de la nuit. Des flocons de neige tourbillonnaient à travers les fissures des murs, brillant à la lueur du feu comme des cendres flottantes. Au-delà d'eux se trouvait un monde prêt à l'oublier, une ville qui avait déjà effacé son nom dans la poussière. Mais ici, dans cet abri fragile, se trouvait la preuve que le destin avait encore joué en sa faveur. Il baissa la voix jusqu'à murmurer, presque honteux de le dire à haute voix. « Tu as survécu à la tempête. Tu porteras le nom de Storm Grace. » L'oreille de la mère tressaillit. Elle leva la tête juste assez pour croiser son regard. Dans ses yeux brillait quelque chose d'obstiné et d'inébranlable, une étincelle qui reflétait la sienne. Puis elle laissa retomber la tête, fermant les yeux comme pour lui accorder le droit de l'appeler par ce nom. Elias resta assis là jusqu'à ce que le feu s'éteigne, la regardant respirer. Pour la première fois depuis des mois, il laissa un sourire fantomatique se dessiner sur ses lèvres. La tempête faisait toujours rage dehors, mais dans cette remise, l'espoir avait pris racine.
Au matin, la tempête s'était affaiblie, mais la montagne gémissait encore sous son poids. Le ruisseau asséché était enveloppé d'un silence blanc. Le ciel était une nappe sombre. De la fumée s'élevait ici et là des cheminées, s'enroulant dans l'air glacial. Mais la ville elle-même bougeait lentement, ses habitants hésitant à s'aventurer dehors tant que les congères n'étaient pas déblayés. Dans la cabane délabrée au bord de la propriété du quartier, un feu crépitait, projetant une lumière fatiguée sur la silhouette de la Mustang blessée. Elle était couchée sur le côté, respirant faiblement, son ventre gonflé se soulevant et s'abaissant avec effort. Elias avait fait tout ce qu'il pouvait pendant la nuit, mais ses blessures dépassaient ses simples compétences. Si elle voulait survivre, elle avait besoin de plus que du foin et de la chaleur. Elias savait où il devait aller. La forge, située à la lisière sud de la ville, était déjà en effervescence lorsque Elias arriva, menant son cheval à travers la neige friable. Des étincelles jaillissaient de la cheminée et le bruit du fer sur le fer résonnait dans la cour. Il poussa la lourde porte et cligna des yeux face à la chaleur soudaine. À l'enclume se tenait Clara Boone, les manches retroussées jusqu'au coude, les cheveux auburn attachés en un nœud grossier sous un foulard. À 25 ans, elle était la fille unique de son père. Elle portait son travail comme un badge, avec ses mains calleuses, ses joues tachées et l'odeur de fumée imprégnée dans ses vêtements. Elle leva le marteau bien haut et l'abattit d'un coup net, le fer rougeoyant sous sa volonté. Clara Elias appela d'une voix forte. Elle leva les yeux, le front luisant de sueur. Seigneur de la garde, vous avez l'air mourant. Que s'est-il passé? J'ai besoin de ton aide, dit Elias en s'approchant. Il y a une jument sauvage, un Mustang. Elle est gravement blessée. Et enceinte. Je l'ai sortie de la neige hier soir, mais je ne pense pas qu'elle tiendra le coup si on ne la soigne pas rapidement. Clara laissa tomber le marteau sur l'enclume dans un bruit métallique. Son regard s'aiguisa, non pas de doute, mais d'un rapide calcul. Tu as amené une jument sauvage en ville. Je n'avais pas le choix. Elle était en train de mourir. Elle n'hésita pas un instant. Elle se dirigea vers une étagère remplie de bocaux et de paquets et en sortit des feuilles de sauge séchées, des bandes d'écorce de sol et une boîte de chiffon propre. Dans un placard, elle prit une bouilloire cabossée et une bouteille d'eau claire. Nous aurons besoin de chaleur pour des compresses, d'une main ferme pour la jambe et de chance pour le reste, marmonna-t-elle en se mettant déjà en mouvement. Elias la suivit à travers la neige, le cœur allégé à chacun de ses pas déterminés. Pour la première fois depuis le début de la tempête, il sentait qu'il ne portait pas seul ce fardeau. Lorsqu'ils revinrent, le feu dans le brasero était presque éteint. Elias l'attisa tandis que Clara s'agenouillait à côté du maire. La Mustang remua faiblement, remuant les oreilles, mais ne se leva pas. Clara posa ses provisions, déballait les herbes et versa de l'eau dans la bouilloire, la tenant près des flammes jusqu'à ce que la vapeur s'élève. Elle trempa un chiffon et le pressa contre la blessure à la jambe de la mère. La Mustang tressaillit et un gémissement s'échappa de sa gorge. « Doucement, ma fille, » murmura Clara. Ses mains étaient fortes et fermes. Elle mélangea les herbes pour former une pâte, l'étala soigneusement sur la plaie, puis enroula le tissu autour de la jambe. L'odeur de sauge et de sol emplit la remise. « Elle a vécu l'enfer, » dit Clara à voix basse, le front plissé. Plus que n'importe quelle bête ne devrait. Elias s'accroupit de l'autre côté, tenant la tête de la mère contre ses genoux pour l'empêcher de bouger. Il observa les gestes de Clara, la patience avec laquelle elle touchait la bête. Elle n'était pas guérisseuse de métier, mais elle travaillait avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà soigné des blessures chez des hommes, des animaux, voire chez elle-même. Lorsque Clara souleva la crinière de la mère pour examiner son cou, son visage se crispa. Elle repoussa la fourrure avec ses doigts, révélant de profondes entailles dans la peau. La corde ne l'avait pas seulement ligotée, elle avait laissé des cicatrices. Clara serra les mâchoires. Ce n'était pas un accident survenu dans la nature. Elle suivit les marques du doigt, puis descendit plus bas, appuyant doucement le long des côtes. Sa main s'arrêta sur une zone de peau où les poils étaient carbonisés, noircis. Ici, c'est une brûlure. Quelqu'un lui a appliqué un fer chaud. Elias eut un haut le cœur. Il avait déjà vu des bovins marqués au fer rouge, mais ce n'était pas la marque d'un propriétaire. C'était grossier, cruel, une cicatrice laissée dans un accès de colère. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une tempête qui avait fait ça,
dit Clara d'une voix basse et furieuse. Quelqu'un a essayé de la briser. Il a essayé et a échoué. Elias serra les poings jusqu'à en avoir mal aux jointures. La Mustang était plus qu'une chienne errante prise dans l'anégage. Elle avait survécu à une cruauté délibérée. Elle était le symbole vivant d'une liberté presque détruite, murmura-t-il presque pour lui-même. Qui oserait faire cela? À une Mustang, qui plus est. La réponse vint plus tôt qu'il ne l'avait prévu. La neige crissa dehors, suivie du gémissement du cuir de la selle. Elias leva les yeux alors que la porte de la remise s'ouvrait en grinçant, laissant entrer l'air froid dans la pièce. Un homme de grande taille entra, époussetant la neige de son manteau. Le shérif Abel Harlow. Ward Harlow, dit-il d'une voix traînante, mélange d'amusement et de dédain. Son regard balaya la scène. Le maire faisait un bandage. Clara était accroupie à côté d'elle. Elias, accroupi comme un suppliant. Quelle mission idiote es-tu en train d'accomplir maintenant? Elias se plaça entre le shérif et le Mustang. Elle serait morte là-bas. Le shérif eut un rire sec, et peut-être aurait-elle dû. Un cheval n'est rien de plus qu'un bien. S'il vit, tu le vends. S'il meurt, tu l'enterres. Ne va pas embellir les bêtes avec de la poésie. Il fit un signe de tête vers le ventre de la mère. Même si elle perd ce poulain, ça te rapportera quelques dollars. C'est mieux que de mourir de faim. Elias sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Ce n'est pas n'importe quel cheval. Elle a survécu à la tempête. Elle porte une vie qui compte. Harlow sourit, remettant ses gants. Toujours le rêveur. C'est pour ça que tu n'as plus rien d'autre que des dettes et une cabane. Ne laisse pas les chevaux sauvages t'entraîner dans leur tombe. Cette ville n'a pas besoin de plus d'ennuis. Sur ces mots, il ouvrit grande la porte, laissant entrer le souffle du blizzard, puis il monta sur son cheval et partit sans un mot. Le silence qu'il laissa derrière lui était plus lourd que la tempête elle-même. Elias s'affaissa sur le foin, les épaules tombantes. Il regarda la mer trembler, son souffle irrégulier, la lumière du feu reflétant le blanc de ses yeux. Le rire du shérif résonnait dans sa tête, rongeant le fragile espoir qu'il commençait à ressentir. Clara traversa la grange et s'assit à côté de lui. Elle posa ses coudes sur ses genoux, fixant les flammes. Quand elle prit enfin la parole, sa voix était ferme. « Les chevaux comme celui-ci ne s'approchent pas des hommes, sauf s'ils n'ont pas le choix, dit-elle. Les chevaux sauvages préfèrent mourir plutôt que de nous faire confiance. Mais elle est venue vers toi, Elias. Elle a boité à travers la tempête. Elle s'est libérée de ses cordes et elle t'a trouvé. » Il la regarda, incertain. Clara tourna ses yeux vers lui avec conviction. « Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas un accident. C'est quelque chose de plus grand. Tu ne le crois peut-être pas encore, mais moi, oui. » Elias scruta son visage et y vit le feu qui s'y reflétait, le même feu qu'elle portait dans la forge. Il expira sans s'être rendu compte qu'il retenait son souffle. « Peut-être que le destin me met encore une fois à l'épreuve, » dit-il doucement. La mère remua, leva la tête et poussa un léger gémissement, comme pour marquer son accord. La tempête se déchaîna à nouveau. Dehors, le vent faisait vibrer les planches mal fixées de la remise. La neige sifflait contre le toit. À l'intérieur, cependant, tous trois étaient assis près du feu, l'homme, la femme et le cheval, liés non pas par le sang ou une promesse, mais par le fragile fil de la survie. Elias posa doucement sa main sur le cou de la mère, sentant la chaleur à travers sa peau marquée de cicatrices. Clara s'adossa contre le poteau, observant les flammes. Il n'était plus seulement un vagabond, la fille d'un forgeron et un Mustang blessé. Ils étaient le début de quelque chose d'inexprimable, de fragile, mais de vivant. Elias murmura d'une voix presque perdue sous le rugissement de la tempête. « Si elle peut s'en sortir, peut-être que j'ai encore une chance, moi aussi. » La mère soupira. Le feu crépitait, et pour la première fois depuis des années, Elias Ward crut que l'espoir n'était peut-être pas un mensonge. La tempête finit par se calmer. Au matin, le ciel n'était plus une nappe grise, mais une toile pâle et tendue à travers laquelle la lumière du soleil luttait pour passer. Les sommets autour de Dry Creek scintillaient comme des lames, leurs crêtes enfouies sous la neige. Le fond de la vallée était silencieux, blanc et infini, le monde refait dans le givre. Elias Ward se tenait devant la vieille grange, son souffle formant des volutes dans l'air glacial. Derrière lui, le feu crépitait faiblement à l'intérieur,
et la mère qui l'avait sauvé de la mort la nuit précédente était allongée sur son lit de paille. Storm Grace avait survécu à la nuit, même si sa survie était encore fragile. Ses yeux, autrefois ternes, brillaient désormais d'une lueur de force. Elias remplit un seau d'eau chaude provenant de la bouilloire et le glissa doucement vers son museau. Elle but lentement, les oreilles dressées au son, et lorsqu'elle déplaça son poids pour se lever, Elias la stabilisa avec ses mains. Elle était encore faible, sa jambe étroitement bandée par Clara, mais elle se tenait debout. Pendant un bref instant, elle leva la tête bien haut, et Elias ressentit une fierté qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Tu es plus forte que la plupart des gens que je connais, » murmura-t-il. Elle cligna des yeux, sa respiration était lourde mais régulière. Elias se redressa, serrant son manteau autour de lui. Quelque chose le rongeait, quelque chose de plus fort que la faim ou la douleur dans ses membres. Il l'avait trouvée brisée par la tempête, ligotée et couverte de cicatrices. Clara l'avait vue aussi. La corde brûlait la marque de fer. Rien de tout cela n'était le fruit du hasard ou d'un accident. Cela signifiait que quelqu'un était venu ici avant, avec un but précis, et il ne pouvait pas laisser passer cela. Clara apparut à la porte de la remise. Les jouets roses à cause du froid, une écharpe nouée autour du cou. Elle portait une pochette d'herbe et un morceau de tissu. « Elle aura besoin d'un nouveau pansement ce soir », dit-elle en s'agenouillant pour vérifier le bandage. Grace laissa ses yeux se fermer à demi tandis que Clara lissait la fourrure le long de son flanc. Lorsqu'elle eut terminé, Clara leva les yeux vers Elias. « Tu envisages de repartir ?» Il acquiesça. « Pas seul, insista-t-elle. Si quelqu'un pose des pièges dans ces montagnes, j'ai besoin de toi ici. » Elias l'interrompit doucement. « Si elle vacille, tu sauras mieux que moi quoi faire. » Clara hésita, se mordant la lèvre, puis finit par acquiescer. « Ne sois pas stupide, Elias. Si tu trouves quelque chose, promets-moi que tu reviendras. »« Je le ferai, » répondit-il, bien que sa voix ne trahît guère de certitude. Il scella son gelling de location, une créature osseuse trop vieille pour être rapide, mais stable sur les sentiers. Grace, malgré sa boiterie, le suivit à ses côtés. Il tenta de la renvoyer, mais elle refusa. Elle avançait lentement, mais avec détermination, comme si la montagne elle-même l'appelait. L'ascension était longue et la croûte de neige craquait sous les sabots. Le soleil perçait les nuages, répandant parfois une lumière argentée sur les pentes, puis disparaissait à nouveau, laissant la vallée dans l'ombre. Elias guidait prudemment son cheval le long de la corniche étroite, où la tempête l'avait presque englouti la nuit précédente. C'est là, à mi-chemin de la crête, qu'il s'arrêta. Sous la neige tassée, deux rainures parallèles, faibles mais indéniables, étaient visibles. Elias mit pied à terre, s'accroupit et effleura la surface avec son gant. Des traces de charrette, les empreintes avaient durci sous la glace, mais leur forme était clairement celle de roues. Elles étaient profondes, ce qui indiquait que la charrette était chargée. Aucun colon n'aurait transporté des provisions jusqu'ici par un tel temps. Aucun voyageur n'aurait risqué de traverser ces falaises en pleine tempête. Celui qui conduisait ce chariot avait un but. Elias suivit les traces avec ses doigts, son souffle formant de la buée. Il murmura. Quelqu'un est venu ici pendant la tempête. Et ce n'était pas par hasard. Grace renifla doucement derrière lui, tapant du sabot. Elias se retourna, la mâchoire serrée. Celui qui l'avait chassé n'avait pas agi seul. Il suivit les traces sur une courte distance, conduisant les deux chevaux dans la neige qui leur arrivait aux genoux. Après une dizaine de mètres, quelque chose de métallique brillait sous la neige. Elias donna un coup d'épée dedans, et la neige glissa pour révéler les mâchoires dentelées d'un piège en fer. Il était large, avec des dents acérées comme des couteaux, du genre destiné à retenir une bête lourde et forte. Il se pencha pour le soulever et sentit son poids brutal lui tirer les bras. Du sang tachait le métal rouillé, sombre contre le givre. Sa poitrine se raidit de rage. La blessure de Grace. Elle avait dû marcher dans ce piège. Le sentir se refermer sur sa jambe, lutter jusqu'à ce que la chair se déchire. Et d'une manière ou d'une autre, par pure défiance, elle s'était libérée. Elias jeta le piège de côté, le bruit métallique résonnant dans le canyon. « Il te chassait, ma fille, » dit-il en se tournant vers Grace. « Et pas seulement toi. » Elle baissa la tête, les oreilles frétillant comme si elle comprenait. Elias lui caressa le cou, sentant la rugosité de sa cicatrice. « Tu t'es battu pour t'échapper. Maintenant,
nous allons nous battre pour savoir pourquoi. Les traces s'imprimèrent dans son esprit plus profondément que la neige ne pourrait jamais le faire. Ce n'était pas l'œuvre d'un chasseur solitaire. C'était organisé. Plus loin, le sentier débouchait sur un creux au bord d'un bosquet de pins. Les arbres pliaient sous le poids de la glace, leurs branches se brisant. Parmi eux, Elias aperçut des poutres de bois grossièrement assemblées, désormais brisées et à moitié enfouies dans la neige. Il s'approcha, écartant les congères. C'était un enclos, petit mais solide, construit pour retenir des animaux pendant un certain temps et non du bétail. Ces poutres étaient trop grossièrement taillées, ces angles renforcés par des pointes de fer plutôt que par des assemblages. Ce n'était pas l'œuvre d'un colon. C'était une cage construite en secret, destinée à contenir des animaux sauvages jusqu'à ce qu'ils puissent être emmenés. Des morceaux de corde s'accrochaient aux poteaux, effilochés et gelés. Dans la neige, il trouva des touffes de crin de cheval qui contrastaient avec le blanc. Il les souleva dans sa paume, le souffle coupé. « C'est ici qu'il les gardait », murmura-t-il. Il les rassemblait avant de les charger dans les wagons. Cette passé le frappa comme un éclair. Grace n'était pas seule. Elle s'était échappée, mais les autres comme elle étaient peut-être encore enchaînés. La remise fit taire le rire du shérif. Les paroles de Clara se bousculaient dans son esprit. La tempête n'avait pas seulement épargné une vie. Elle l'avait plongée dans quelque chose de bien plus grand. Il se tenait là, fixant les ruines de l'enclos, lorsqu'un bruit sec déchira l'air. Un sabot frappant la glace. Elias se retourna. Grace s'était éloignée du sentier, la tête levée vers la crête à l'ouest. Elle grattait le sol, tapant à nouveau du pied, les yeux fixés sur la ligne d'arbres au loin. « Tu vois quelque chose ?» demanda Elias doucement. Elle tapa une fois de plus du pied, puis se mit à avancer en boitant, mais avec insistance. Elias attrapa sa corde, hésita, puis la laissa retomber. Il l'observa longuement, le vent tirant sur son manteau. « D'accord, ma fille, murmura-t-il, je te suis. » Il monta sur son cheval et laissa Grace prendre la tête. Les traces, les pièges, le corral brisé, tous les indices pointaient vers une main derrière la tempête. Et Grace, marquée mais intacte, le guidait vers le cœur de celle-ci. Le soleil plongeait des ombres plus longues sur la neige. Quelque part au-delà de la crête, les réponses attendaient, et Elias Ward sentait leur poids peser lourdement sur lui. La piste à l'ouest de la ville suivait le ruisseau gelé jusqu'à ce que l'eau disparaisse sous une couche de glace. Elias chevauchait, le col relevé, le jelling se frayant un chemin à travers les congères, Storm Grace boitant régulièrement derrière lui. L'air ne portait aucun chant d'oiseaux, aucun bruit de vie, seulement le gémissement des montagnes qui se déplaçaient sous l'emprise de l'hiver. En milieu d'après-midi, la cabane apparut. Une silhouette bancale adossée à la pente, de la fumée s'échappant d'une cheminée en pierre. L'endroit semblait pouvoir être emporté par un coup de vent. Son toit s'affaissait sous le poids de la glace, pendait de manière inégale, et la cour était jonchée d'outils rouillés. Pourtant, Elias sentit quelque chose remuer dans sa poitrine lorsqu'il mit pied à terre. Il était venu chercher un homme qui portait en lui plus de souvenirs que la plupart des habitants de la ville ne voulaient bien le croire. Ezekiel Whitaker était autrefois un nom prononcé avec respect dans 3 comtés. À l'apogée de sa vie, il conduisait des troupeaux de bétail, domptait des mustangs dans les grands espaces et menait des parties de chasse dans les canyons où peu d'hommes osaient s'aventurer. Mais cela remontait à plusieurs décennies. L'âge l'avait courbé. Son corps était maigre, sa barbe longue et emmêlée comme de la mousse argentée. Ses yeux, bien que ternis par le temps, brillaient encore de temps à autre. Il vivait seul dans une cabane près du ruisseau, entouré de reliques. Des selles au cuir craquelé étaient suspendues aux poutres. Un fusil au canon rouillé était appuyé contre la porte. Sur une étagère au-dessus de la cheminée se trouvaient des photographies si défraîchies que les visages ressemblaient à des fantômes. Pour les habitants de la ville, c'était le vieux fou près du ruisseau, un ermite qu'il valait mieux éviter. Mais tous ceux qui avaient traqué des élans ou conduit des troupeaux à travers les tempêtes connaissaient la vérité. Whitaker comprenait ces montagnes comme personne d'autre. Elias attacha son cheval et frappa à la porte bancale. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant Whitaker enveloppé dans un manteau rapiécé, un bonnet de laine enfoncé sur la tête. Il haussa les sourcils en voyant Elias, mais lorsque son regard glissa sur lui et se posa sur le Mustang, sa posture se raidit. « Eh bien, que je sois damné », marmonna Whitaker.
Sa voix était rauque, comme du gravier traîné sur du bois. Il s'avança sur le perron, les yeux plissés, fixant Grace. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu une comme elle. Elle a failli ne pas survivre à la tempête, dit Elias. Elle était enceinte et gravement blessée. Je l'ai sortie de la neige près de la crête. Le regard de Whittaker s'attarda sur les cicatrices autour de son cou, sur sa démarche boiteuse. Une expression indéchiffrable passa sur son visage, mi-triste, mi-reconnaissante. Entrez avant que le froid ne nous tue tous, dit-il enfin. La cabane sentait la fumée et le café amer. Whittaker remua les braises dans le poêle, jeta une bûche et versa 2 tasses en étain d'un breuvage noir qui avait le goût de terre brûlée. Il s'installa dans un fauteuil, en face d'Elias, la lumière du feu projetant des ombres sur les creux de son visage. « Qu'est-ce que tu es venu demander, mon garçon? » dit-il. Elias se pencha en avant. « J'ai trouvé des pièges, des traces de chariots, un enclos en bois à moitié enfoui dans la neige. Quelqu'un chasse là-bas. Savez-vous qui? » Whittaker ne répondit pas tout de suite. Il but une gorgée de café, fixant les flammes comme si elles pouvaient parler. Puis il expira longuement, l'air las. « Bien avant que cette ville ne soit autre chose qu'un saloon et une prière, » commença Whittaker, « il y avait une vallée à l'est d'ici, Silver Hollow. Nous appelions cet endroit là où le soleil touche différemment. L'herbe y restait verte même lorsque le gel recouvrait les plaines. Les ruisseaux y coulaient clairs alors que les autres s'asséchaient. Et dans cette vallée vivait un troupeau de Mustangs comme vous n'en avez jamais vu. » Elias écoutait en silence, sa tasse refroidissant entre ses mains. « Ils étaient des centaines, » continua Whittaker. « Sauvages comme le tonnerre, rapides comme l'éclair, des étalons à la crinière semblables à du feu, des juments assez fortes pour porter un homme sur 50 mètres sans se briser. Les gens juraient qu'ils étaient des esprits envoyés par Dieu, les gardiens de la liberté elle-même. Puis les hommes devinrent avides. Son regard se durcit. Ils vinrent avec des cordes, des fusils, des chariots, conduisirent les troupeaux dans des pièges, les vendirent par dizaines, certains à l'armée, d'autres aux fosses. À la fin de cette décennie sanglante, les gens disaient que le troupeau avait disparu, qu'il s'était éteint. Il se pencha vers elle, baissant la voix. « Mais je ne crois pas cela. J'ai vu des signes au fil des ans, des traces trop nombreuses pour être celles de silhouettes égarées se déplaçant sur des crêtes où aucun cheval ne devrait se trouver. Ils n'ont pas disparu. Ils se sont cachés. Silver Hollows est leur refuge, un endroit que les hommes ne peuvent trouver à moins que le troupeau ne le permette. » Elias fronça les sourcils. « Tu veux dire qu'ils sont toujours là-bas? » Le regard de Whittaker se porta sur Grace, qui se tenait devant la fenêtre givrée, son souffle embuant la vitre. « Tu as déjà eu la preuve que Mary n'est pas simplement tombée par hasard devant ta porte. Elle s'est laissée aller là, elle t'a choisi. » Elias secoua la tête. « Je ne vois pas pourquoi. Parce que les signes ne sont pas donnés aux hommes qui ne les supportent pas, » dit Whittaker d'un ton neutre. « Tu en fais partie maintenant, que tu le veuilles ou non. » Ces mots s'enfoncèrent dans Elias comme des braises pressées contre la peau, douloureux, mais réveillant quelque chose. Une partie de lui résistait. Les légendes étaient pour les enfants et les ivrognes. Mais une autre partie, elle qui avait porté Grace à travers la tempête, s'éveilla avec espoir. Whittaker posa sa tasse, son ton devenant plus vif. « Si la grâce est venue à toi, c'est un appel, mais ne la confonds pas avec la chance. Les hommes qui ont posé ces pièges ne s'arrêteront pas. »« Pas maintenant. Qui sont-ils? » demanda Elias. La bouche du vieil homme se tordit. « Horus Van Dorn, tu connais ce nom. » Elias serra les mâchoires. Tout le monde à Dry Creek savait que Van Dorn possédait le plus grand ranch du comté, un homme avec assez d'argent, de bétail et d'hommes pour imposer sa volonté. « Il traque les Mustangs depuis des années, » dit Whittaker. « Il paye des chasseurs pour les capturer, les mettre en cage et les expédier vers l'Est. L'armée achète les chevaux robustes et rapides, et ceux qui ne se vengent pas finissent brisés dans des fosses, obligés de se battre jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une peau et du sang. » Van Dorn se remplit les poches et prétend que ce n'est qu'une question d'affaires. Elias serra les poings. Il pensa au piège, au sang, au corral détruit. Il repensa aux paroles moqueuses du shérif. Soudain, tout s'assembla. « Ces traces que tu as vues, ces enclos, c'est l'œuvre de ces hommes, » dit Whittaker. « Et s'ils apprennent que tu as capturé l'un de leurs animaux errants, ils viendront te rendre visite avec bien plus qu'une corde. » Le feu crépita bruyamment.
en voyant des étincelles dans la cheminée. Les yeux de Whittaker brillaient dans le reflet. Tu ferais mieux de décider maintenant si tu es prêt à te battre, car il n'y a pas de juste milieu. Soit tu la protèges, soit tu les laisses l'emmener. Et s'il l'emmène, le reste du troupeau n'aura aucune chance. Quand Elias ressortit dans le crépuscule froid, celui-ci s'était déjà répandu sur les montagnes. L'air était plus vif qu'auparavant, comme si le monde lui-même avait des dents. Grace attendait près du ruisseau, les oreilles dressées, le souffle formant un nuage blanc. Il s'arrêta, la regardant fixement. Elle le regardait en retour, les yeux immobiles, capturant la faible lumière ambrée. Dans ses yeux, il ne voyait ni peur, ni capitulation, seulement de la résistance. Les mots de Whittaker résonnaient dans son crâne. Une vocation. Van Dorn n'arrêtera pas. Soit il la protégeait, soit il les perdait tous. Elias serra son manteau autour de lui, les mains tremblantes. Les légendes étaient des histoires racontées pour donner de l'espoir aux vagabonds. Mais si celle-ci était vraie, et si Silver Hollow respirait encore avec ses sabots qui martelaient le sol, il posa une main sur le cou de Grace, ses muscles tremblèrent, mais elle resta immobile. Ses oreilles se tournèrent vers lui, comme si elles attendaient une réponse. « Je ne sais pas si le vieil homme a raison, » murmura Elias, « mais je ne les laisserai pas te toucher, pas toi. » Pas aucun d'entre eux. Grace agita la queue, donna un coup de patte dans la neige et leva la tête bien haut. Pour la première fois depuis des années, Elias Ward sentit une décision s'ancrer en lui. Le doute persistait, mais sous-jacente, une nouvelle détermination brûlait. La tempête revint cette nuit-là. Le vent s'abattit sur la cabane, faisant vibrer les planches mal fixées et soufflant la neige à travers chaque fissure. Les montagnes gémissaient comme si la terre elle-même était devenue agitée, et les pins se courbaient, leurs branches gémissant sous le poids de la glace. Elias était assis près du brasero, alimentant le feu avec des morceaux de bois, lorsqu'il remarqua que la mer commençait à bouger. Storm Grace avait été agitée toute la soirée, se levant et tournant en rond dans son box, puis se laissant tomber lourdement sur la paille pour se relever aussitôt. À présent, sa respiration était saccadée, ses flancs tremblaient et son ventre se contractait. Elle tituba une fois, manquant de tomber, et Elias se précipita vers elle, lui prenant la tête dans ses bras. « Doucement, ma fille, doucement, » murmura-t-il. Mais il savait qu'il avait déjà vu cela il y a longtemps dans le ranch de son père, lorsque les faux naissaient sous un ciel plus calme. Grace était en train d'accoucher. La panique le frappa comme un coup. Il n'était ni sage-femme ni expert. Il ne pouvait pas faire cela seul. Sans hésiter, Elias enfila son manteau et se précipita dans la tempête. La neige lui mordait le visage comme des éclats de verre, tandis qu'il avançait péniblement sur le chemin menant à la ville, s'enfonçant jusqu'aux genoux à chaque pas. Il arriva à la forge de Clara Boone et frappa à la porte jusqu'à en avoir mal aux jointures. La porte s'ouvrit brusquement et Clara, enveloppée dans un lourd châle, cligna des yeux dans la neige. « Elias, qu'est-ce qui se passe, bon sang? » Elias haleta. Le maire. « Grace, cet idiot arrive! » L'expression de Clara passa instantanément de la confusion à une intense concentration. Elle attrapa un paquet de couvertures, une bouilloire, une bouteille d'eau et un petit couteau qu'elle passa rapidement au-dessus de la flamme de la forge pour le stériliser. « Montre-moi le chemin, » dit-elle. Ensemble, ils luttèrent contre la tempête, leurs lanternes éclairant à peine la neige. Lorsqu'ils trébuchèrent dans la grange, le visage d'Elias était brûlé et les mains de Clara étaient raides à cause du froid. Mais ils étaient arrivés à temps. À l'intérieur, l'air sentait la sueur, la paille et la fumée. Grace était allongée, tremblante, les oreilles collées aux côtés, haletante. Ses yeux roulaient dans leurs orbites tandis qu'elle donnait des coups de pied dans le sol, les contractions déchirant son corps. Elias s'agenouilla près de sa tête, caressant ses cheveux humides. « Tu n'es pas seul, » murmura-t-il. « Je suis là. Nous sommes tous les deux là. » Clara s'activa rapidement, étendant des couvertures, faisant chauffer de l'eau dans la bouilloire, préparant des chiffons propres. Sa voix était calme mais ferme. « Restez calme, Elias. Parlez-lui. Elle a besoin de savoir qu'elle est en sécurité. » Dehors, le vent hurlait, frappant les murs. Chaque rafale rappelait la présence impitoyable de la tempête. À l'intérieur, le monde se réduisait au cercle de lumière de la lampe, à la jument tremblante et aux deux humains agenouillés avec dévotion.
Grace poussa un cri rauque et guttural qui transperça Elias jusqu'à la moelle. Elle tendit les jambes, se débattit, puis s'effondra en tremblant. Elias lui tenait la tête contre sa poitrine, lui murmurant des mots d'encouragement tandis que Clara s'occupait de son flanc. Ça vient, dit Clara. Tiens-la. Tiens-la simplement. La minute s'étira en une éternité. Puis, après une dernière convulsion, un petit corps glissant glissa sur la paille. Un poulain, les pattes tremblantes écartées maladroitement, le pelage mouillé et emmêlé. Clara saisit un chiffon pour essuyer le nouveau-né, mais Grace la repoussa avec une force surprenante. La mère baissa la tête et lécha le poulain avec une urgence farouche, lui dégageant les narines pour l'aider à respirer. Le poulain haleta, puis poussa un faible hennissement qui résonna dans la grange comme une cloche. Elias sentit les larmes lui piquer les yeux. Clara poussa un rire tremblant. Le voilà, vivant, fort. Grace continua son travail, les yeux brillants de fierté, même si son corps tremblait d'épuisement. Elle se recroquevilla autour du poulain, son souffle effleurant son corps fragile. Elias resta figé, le cœur battant à tout rompre. Dans cette étable sombre, au milieu de l'odeur du sang et de la paille, il vit plus qu'une naissance. Il vit le renouveau, l'espoir brut et indéniable qui faisait son entrée dans le monde. Il s'affaissa contre le mur de l'étable, les mains tremblantes. Pendant des années, il n'avait connu que la perte, sa terre disparue, sa fierté piétinée, son nom méprisé. Il avait erré comme un fantôme dans un ruisseau asséché, vivant mais jamais vivant. Mais maintenant, à la lueur du feu, une nouvelle vie venait de voir le jour. Grace avait enduré la corde, le fer, la tempête et la douleur. Pourtant, elle n'avait pas cédé. Et maintenant, elle offrait au monde quelque chose d'indompté et de libre. Elias eut la gorge serrée. Il tendit la main, toucha le pelage humide du poulain et murmura « Si tu peux recommencer à zéro, peut-être que moi aussi je le peux. » Des larmes coulèrent sur ses joues, chaudes dans le froid de l'hiver. Clara, agenouillée en face de lui, observait en silence. Son regard s'adoucit, mais elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Elle comprenait. Ce moment de paix ne dura pas. Grace leva soudain la tête, les narines dilatées. Un grognement grave monta de sa poitrine, plus primitif que celui d'un cheval. Elle se tenait debout, protectrice, ses muscles tendus, les yeux tremblants fixés sur la porte. « Qu'y a-t-il » murmura Elias en se levant. Il attrapa la lanterne et poussa la porte. La neige continuait de tomber, recouvrant le monde d'un manteau blanc. Mais de l'autre côté de la cour, près de l'arbre, Elias vit des empreintes profondes dans la neige, trop grandes et trop fraîches pour être anciennes. Elles menaient de la forêt directement à la remise, puis faisaient un demi-tour. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Quelqu'un était resté là à les observer pendant qu'ils s'affairaient autour de Grace. Il brandit la lanterne en hauteur, scrutant les ombres, mais l'intrus avait disparu. Seule la tempête restait, recouvrant les traces petit à petit. Elias rentra, les mâchoires serrées. Clara regarda son visage et comprit avant qu'il ne parle. Il y avait des empreintes, dit-il, fraîches. Clara pâlit. Elle jeta un coup d'œil à Grace qui montait toujours la garde, les yeux brillants à la lueur du feu. « Ils reviendront, murmura Clara. Et pas seulement pour elle. Ils voudront aussi le faux. » Elias serra le poing. L'avertissement de Whittaker lui revint en mémoire. Van Dorn, les chasseurs, les pièges. L'ombre se rapprochait d'à chaque pas. Il fixa la forêt, son souffle chaud dans l'air glacial. Ceux qui étaient venus cette nuit reviendraient, et la prochaine fois, ils ne feraient pas demi-tour. Dans l'étable, Grace s'accroupit près du feu, son corps recroquevillé dans une posture protectrice, sa respiration haletante mais régulière. Elle ne quittait pas la porte des yeux. Elias se tenait debout au-dessus d'eux, une lanterne à la main, tandis que la tempête hurlait dehors. « Qui que vous soyez, murmura-t-il d'une voix basse et féroce, vous ne m'enlèverez pas ça. Ni elle, ni le feu, pas maintenant. » Le vent répondit par un hurlement qui fit trembler les poutres, promettant d'autres épreuves à venir. « Tu ne me prendras pas ça. Ni elle, ni le poulain, pas maintenant. » Le vent répondit par un hurlement qui fit trembler les poutres, promettant d'autres épreuves à venir. La tempête s'est calmée 3 jours après la naissance du poulain. Le ciel s'est dégagé pour laisser place à un soleil bleu fragile, se reflétant sur la neige comme du verre brisé. Le ruisseau asséché émergeait lentement de l'emprise de l'hiver,
ses habitants déblayant les chemins, leurs cheminées crachant de la fumée. Mais le monde d'Elias Ward s'était réduit à la remise à la lisière de la ville, où Storm Grace et son petit reposaient dans la paille. Le petit devenait plus fort à chaque heure qui passait, ses pattes encore chancelantes mais gagnant en assurance. Grace ne s'éloignait jamais de lui, son corps s'enroulant autour de lui la nuit comme un bouclier. Elias et Clara observaient avec une admiration silencieuse, encore secoués par les empreintes qu'ils avaient trouvées dans la neige. Les chasseurs étaient proches. L'avertissement de Whittaker résonnait dans l'esprit d'Elias à chaque respiration. Puis, un matin, alors que l'aube teintait l'horizon d'une faible lueur dorée, Grace leva la tête et poussa un cri comme Elias n'en avait jamais entendu auparavant. Il était long, perçant et insistant, comme une annonce aux montagnes. Elle tourna les yeux vers la crête orientale, les oreilles dressées, les muscles frémissants. Elias le sentit instantanément. Elle voulait partir. Il enfila son vieux fusil, passa une pochette de pain sec et de viande séchée sur son dos et serra la sangle de sa selle en gel. Clara observait depuis l'embrasure de la porte, le visage pâle sous son écharpe. « Tu n'es pas obligé de partir, dit-elle. »« Si, je dois y aller, répondit Elias. Il ajusta son chapeau pour se protéger de l'éblouissement. « Elle me mène quelque part. Si je fais demi-tour maintenant, je ne saurai jamais pourquoi elle est venue me voir. » Clara hésita, puis acquiesça. « Je surveillerai le F. Mais fais attention, Elias. S'ils l'ont suivi une fois, ils la suivront à nouveau. » Il lui adressa un sourire faible, qui avait plus de poids que l'espoir. « Je reviendrai. » Et il partit avec élégance, boitant mais déterminé. Ses cicatrices brillaient faiblement au soleil matinal. Chacun de ses pas était assuré, déterminé. Le Jelling renifla, inquiet, mais Elias le poussa à avancer. Le chemin serpentait à travers des pins noirs chargés de neige, puis grimpait sur la pente gelée où le vent coupait comme des couteaux. La respiration d'Elias formait de la buée dans l'air, ses mains étaient engourdies par le froid, mais Grace tendait l'oreille, les sabots mordant la croûte de neige, comme si elle connaissait chaque virage. De loin, l'image aurait pu sembler austère. Un cow-boy émacié dans un manteau usé et un Mustang balafré avançant côte à côte, leurs silhouettes se découpant sur la crête blanche des montagnes. Cela ressemblait moins à un hasard qu'à un destin sculpté dans le mouvement. À midi, ils atteignirent une étroite crevasse entre deux falaises. Les rochers se dressaient, hauts et dentelés, comme les dents d'un piège. Mais Grace ne montra aucune crainte. Elle se glissa dans la crevasse et Elias la suivit. Le passage tournait brusquement, puis le monde changea. Elias retint son souffle lorsque le canyon s'ouvrit sur une vaste cuvette cachée entre des pics. Silver Hollow. Cela n'avait rien à voir avec les paysages enneigés et arides qu'ils avaient laissés derrière eux. Ici, l'herbe ondulait, luxuriante, émeraude contre le givre. Des ruisseaux s'étaillaient en serpentant à travers la prairie, leur eau épargnée par la glace. La lumière du soleil frappait les hautes crêtes et répandait une lumière argentée sur les pentes, peignant la vallée d'une lueur qui semblait presque sacrée. Des oiseaux tournoyaient au-dessus de leurs têtes, leurs ailes scintillantes. Puis vint le bruit, un tonnerre de sabots. De l'autre côté de la vallée, ils apparurent, surgissant dans une tempête de Mustangs en mouvement. Des dizaines et des dizaines d'entre eux coulaient comme une rivière de muscles et de vent. Leurs crinières flottaient, leur pelage brillait de toutes les nuances, du châtain au noir et blanc. Ils traversaient en la prairie avec une telle force que le sol trembla, tournant en formation, leurs cris s'élevant à l'unisson. Le cœur d'Elias battait à tout rompre, sa gorge était sèche. Il avait entendu les histoires de Whittaker sur les murmures d'un troupeau caché, mais le voir vivant, intact, glorieux, c'était comme contempler un rêve devenu réalité. « Seigneur Tout-Puissant, murmura-t-il, c'est réel, la légende est vraie. » Grace gémit en réponse, levant la tête bien haut. Certains membres du troupeau se tournèrent vers elle, leurs oreilles remuant au rythme de leurs cris, répondant aux siens. Elle s'avança fièrement malgré sa boiterie qui annonçait son retour, mais leurs yeux vifs et vigilants restèrent également fixés sur Elias. Pas effrayés, pas hostiles, mais méfiants. Il était de l'intrus ici, toléré uniquement grâce aux mères à ses côtés. Elias ôta son chapeau et le tint contre sa poitrine. « Je ne vous veux aucun mal, » murmura-t-il. « Ni à vous, ni à aucun d'entre vous. » Le vent emporta ses paroles à travers le creux,
englouti par le rythme des sabots. Une lueur de joie jaillit dans la poitrine d'Elias, mais elle s'éteignit rapidement. Alors qu'il guidait Grace le long du bord de la vallée, ses yeux aperçurent quelque chose à moitié caché dans les broussailles, de l'acier brillant sous la neige. Un piège neuf. Ses mâchoires étaient larges, ses dents acérées, son ressort encore huilé. À côté, la neige était mélangée à de la boue, comme si des hommes avaient lutté pour le mettre en place peu de temps auparavant. Le pouls d'Elias s'accéléra. Il s'éloigna, scrutant le sol, et trouva d'autres traces profondes laissées par des roues de charrette encore nettes dans le gel. De lourdes charges avaient été traînées jusqu'ici. Son estomac se retourna. Les chasseurs avaient déjà pénétré dans le creux. Le troupeau n'était plus en sécurité. Il caressa la crinière de Grace en murmurant « Nous sommes arrivés trop tard. » Mais peut-être pas trop tard pour les arrêter. Grace secoua la tête, les oreilles dressées vers l'est. Elias suivit de son regard et se figea. Des cavaliers émergèrent de la pente au-delà de la prairie, leurs silhouettes se détachant nettement sur la neige, 6 au total. À leur tête chevauchait un homme aux larges épaules vêtu d'un manteau en peau de cerf, son chapeau projetant son visage dans l'ombre. Horus Van Dorn, Elias eut un pincement au cœur. Il avait souvent vu Van Dorn en ville, se pavanant dans un saloon avec sa montre en argent à la veste, parlant comme si la terre elle-même se pliait à ses désirs. Mais ici, dans le creux, il ressemblait davantage à un général qu'à un éleveur. À ses côtés chevauchait un homme plus grand, bâti comme un bœuf, avec une barbe noire et des yeux pâles et durs comme le fer. Jonah Pike, un nom chuchoté dans les saloons de Cheyenne à Santa Fe. Un homme qui gagnait sa vie en domptant des chevaux sauvages, en brisant leur esprit jusqu'à ce qu'ils se plient ou saignent. Derrière eux suivaient des cavaliers armés, des cordes, des fusils enroulés, des pièges en acier attachés à leurs selles. Van Dorn retint son cheval, ses yeux balayant la vallée. Quand ils arrivèrent près du troupeau, il y eut un sourire de prédateur. « Eh bien, Ward, dit-il d'une voix qui portait à travers la prairie, n'est-ce que pas un coup de chance que tu tombes sur un secret que je poursuis depuis des années? Mais ne t'inquiète pas, j'en ferai bon usage. » Elias leva son fusil, bien que ses mains tremblaient. « Ils ne t'appartiennent pas, Van Dorn. Pas un seul. » Van Dorn eut un rire grave et profond. « Tout ce qui court sur cette terre m'appartient. Bientôt, chacune de ces beautés portera ma marque, même ta jument balafrée, si elle vaut encore la peine d'être élevée. » Jonah Pike cracha dans la neige. Sa voix était rauque. « Nous les rassemblerons avant le printemps. Ne te mette pas en travers de notre chemin, pupille. Tu n'aimeras pas la façon dont ça finira. » Elias serra les mâchoires. Il avait déjà affronté les railleries de Storm, mais jamais des hommes aussi puissants réunis contre lui. Grace s'avança, se plaçant entre Elias et les cavaliers. Elle renifla, lançant un appel retentissant qui résonna dans la vallée comme un défi. Elias sentit quelque chose bouger en lui, une force qui sommeillait depuis trop longtemps. Il baissa son fusil juste assez pour parler d'une voix basse mais ferme. « Si c'est pour cela qu'elle est venue vers moi, dit-il, alors je ne la repousserai pas. » La vallée sembla retenir son souffle. Puis, du fond du creux, vint la réponse, le tonnerre des sabots. Le troupeau se remit en mouvement, ses cris s'intensifiant, une tempête de puissance vivante se rassemblant pour le combat qui déciderait de son sort. Elias serra son fusil, le cœur battant. Quoi qu'il arrive ensuite, il savait qu'il ne pouvait pas et ne voulait pas céder. Le vent soufflait bas sur Silver Hollow comme un avertissement. Elias pouvait le sentir dans ses os alors qu'il se tenait au bord de la vallée, les yeux scrutant les plaines blanches et l'herbe ondulante, à l'affût du moindre changement de bruit qui aurait pu signifier l'arrivée de cavaliers. Grace se tenait à ses côtés, son souffle rendant ses cicatrices pâles dans la lumière hivernale. Au loin, dans le creux, le troupeau s'agitait en formant un large croissant, agité comme une mer déchaînée. La nouvelle s'était répandue comme toujours dans une petite ville, discrètement et rapidement. Au crépuscule, ce même jour, des silhouettes émergèrent des arbres sur le versant nord. Ce n'étaient pas des chasseurs, mais des voisins. Tom Tilson, dont les mains étaient plus habituées aux poteaux de clôture qu'aux fusils. Maeve et Harlan Price, des fermiers qui avaient perdu 2 veaux à cause de voleurs de bétail l'automne dernier et qui n'avaient jamais oublié la douleur d'un enclos vide. Le vieux Juniper Bill, qui posait des pièges dans les hautes terres,
mais qui refusait d'utiliser des crochets métalliques destinés à attraper des Mustangs, et Clara Boone, les cheveux tirés en arrière, le visage noirci par la suie, un marteau accroché à sa ceinture comme une arme de poing. Ils sont venus sans cérémonie, sans drapeau, sans discours, juste avec l'esprit franc de gens qui avaient décidé que trop c'était trop. Elias les a rencontrés un par un, observant leur visage, hochant la tête en signe de remerciement jusqu'à en avoir mal à la gorge. Maintenez les feux le long de la crête, leur a-t-il dit en montrant l'endroit où la vallée se rétrécissait. La lumière effraie moins les chevaux que le métal. Empilez des broussailles et du bois vert. La fumée se propagera. S'ils essaient d'entrer après la tombée de la nuit, ils avanceront à l'aveuglette. Harlan fronça les sourcils en regardant l'horizon vide. Nous manquons d'armes. Nous avons beaucoup de terrain. Elias dit, cet endroit favorise ceux qui courent. Enfermez-les dans le bassin jusqu'à ce que nous leur donnions un chemin vers la prairie. Le troupeau est trop grand pour être volé en entier si nous tenons les pointes d'étranglement. Clara repoussa les hommes et planta une botte contre une fourrure tombée, la mettant en place pour former une barricade à hauteur de taille. Nous construisons ici et ici, dit-elle en pointant son menton vers deux étroits de rigole. Rien d'extraordinaire, juste assez de bruit et de problèmes pour détourner un cheval d'un piège. Elias la regarda et, l'espace d'un instant, le monde blanc lui sembla chaleureux. « Tu n'es pas obligé d'être ici. » Elle lui lança un regard féroce et sans remords. « C'est la seule chance que nous aurons jamais. Si le troupeau disparaît, Dry Creek perdra son âme. » À la tombée de la nuit, des barricades rudimentaires cousaient des coutures de la vallée. Des rondins s'entrechoquaient, des broussailles épineuses étaient tirées du lit des ruisseaux, des pieux étaient enfoncés rapidement à l'aide du dos des haches, des feux crépitaient le long des crêtes, leur fumée s'élevant en volutes comme des cordes noires. Le travail était laid et imparfait, mais il était humain, ce qui signifiait qu'il était obstiné. Lorsque la lune s'éleva, fine et ronde, Grace leva la tête. Elle s'avança vers l'avant du bassin et fit face au troupeau. Il y avait un espace autour d'elle, un silence qui la suivait comme une ombre. Puis elle poussa un cri si clair qu'il semblait provenir des cordes aiguës du ciel. La réponse vint par vagues. Un étalon rugit de l'autre côté. Les juments secouèrent leurs crinières et répondirent en frappant du sabot sur place. Le troupeau serra les rangs. Les corps se pressaient les uns contre les autres, formant une tresse vivante de muscles et de souffle. Ils ne s'enfuiront pas. Ils ne se disperseront pas. Ils s'alignèrent d'un seul esprit, comme si la vallée elle-même leur avait appris à être plus que de simples individus. Elias sentit les poils de ses bras se hérisser. Il connaissait bien les chevaux, le travail acharné et la belle et obstinée mathématique de la survie. Mais cela dépassait le simple instinct. Il se pencha vers Grace et murmura « Tu es le vent et je serai ton ombre. » L'aube se répandit dans la cuvette avec une faible lumière citronnée. Les feux s'étaient réduits en braise, le givre fumait sur l'herbe. Elias serrait la sangle de sa selle quand un bruit glissa dans le matin. Un crissement métallique aigu, le clic d'un ressort et d'une mâchoire, dit Clara en plissant les yeux. Ils trouvèrent le premier le long de la pente ouest, soigneusement caché sous un voile de neige. Puis un autre. Puis une rangée de 3 mâchoires béantes, en fer, huilées et affamées. La carte de visite de Jonah Pike. Elias fit signe à Tom et Harlan de reculer, glissa une longue branche dans la première mâchoire et la fit claquer avec un craquement qui résonna sur la pierre. Avant que l'écho ne s'éteigne, une voix masculine retentit à travers les rochers. « Fais attention, Ward. Je détesterais te voir perdre une main avant le petit déjeuner. » Jonah Pike sortit de derrière un éperon de granit, suivi de 2 hommes, chacun menant un cheval chargé de cordes et de fer. La barbe de Pike était parsemée de glace. Ses yeux, non. Il arborait une confiance en soi comme un deuxième manteau, lourd et méchant. Il s'approcha nonchalamment, le lasso effleurant sa cuisse. « On ne peut pas étrangler une rivière, » dit Elias. « Et on ne peut pas piéger une tempête. Les tempêtes éclatent, » dit Pike. « C'est ce qu'elles font. » Il fit un mouvement du poignet. Le lasso se déroula avec une grâce experte, glissant dans les airs. Elias se baissa. La corde frappa la pierre à l'endroit où se trouvait son cou. Il se jeta en avant, réduisant la distance, et plaqua Pike contre le rocher avec son épaule. Les 2 hommes tombèrent au sol dans un amoncellement de neige et de jurons. Pike était plus fort, bâti comme une enclume, et méchant. Et il se battait comme le marteau d'un forgeron.
des coups droits et brutaux, essayant d'aplatir tout ce qui se dressait devant lui. Elias se battait comme un cavalier qui avait été suffisamment désarçonné pour apprendre à se contorsionner, à glisser, à laisser son poids aller où il voulait, puis à le reprendre au pire moment possible. Un fouet claqua dans les airs. L'un des hommes de Pike avait un fouet et savait s'en servir. Le cuir claqua près de l'oreille d'Elias, tel un serpent qui infligeait une douleur atroce. Elias jura et roula sur ses bottes, dérapant sur la rime. Pike abattit à nouveau la corde, et formant une boucle large et basse. Elias passa un bras à travers, et le coup lui arracha presque l'épaule. Ward Pike grogna en resserrant la corde. On ne peut pas vaincre par la force ce qu'on ne peut vaincre par le nombre. Il faut quand même l'attraper d'abord, dit Elias entre ses dents. Un cri déchira le matin. Grace frappa la pente comme un coup de tonnerre. Elle ne se cabra pas. Elle fonça à travers l'épaule, la poitrine et la tête en une ligne imparable. La corde se tendit. Puis le mou se détacha des mains de Pike. Il trébucha, se rattrapa et leva les yeux juste à temps pour voir les yeux du maire s'illuminer d'une lueur qui ne pardonnait pas. Grace frappa le lasso d'un sabot avant, le projetant sur le côté. Elle se planta entre les hommes, près des oreilles d'Elias. La tête baissée, un son bouillonnant dans la gorge qui fit reculer le partenaire de Pike sans qu'il sache pourquoi. Pike évalua la situation en un clin d'œil. La crête, les barricades, la fumée, le troupeau pressé comme un nuage d'orage prêt à fondre. Pour la première fois, sa certitude vacilla, une fissure apparut. De l'autre côté du bassin, un corps retentit. Pas des poumons d'acier. Le troupeau se mit en mouvement. Cela commença par une ondulation à l'avant, un hochement de tête et un frémissement des flancs. Puis Grace poussa à nouveau son cri, long et clair. Le troupeau répondit et se mit en mouvement, non pas séparément, mais ensemble, liés, d'un seul esprit. Ils se précipitèrent vers le goulet ouest, où les pièges de Pike étaient tendus et fumaient dans la neige. Les sabots réduisirent de la croûte en poudre. Les corps fracassèrent les broussailles et les pieux en éclats. Le bruit d'une centaine de cœurs frappant le sol était une musique qu'aucun homme ne pouvait écrire. Elias courut le long de la ligne, agitant son chapeau et criant pour détourner la masse d'une poche de fer qu'il n'avait pas encore souillée. Tom et Harlan tirèrent des rondins sur le côté, ouvrant un passage à la dernière seconde. Juniper Bill tira en l'air, puis dans la terre devant deux cavaliers qui avaient renoncé à charger une vague qui aurait pu les écraser contre la colline. Les hommes de Pike se dispersèrent, l'un d'eux tombant de sa selle alors que son cheval paniqué s'effondrait à genoux. Une bobine de corde se déroula inutilement sous la pression et disparut comme un serpent se noyant dans les eaux vives. Clara se tenait au sommet d'une souche, la voix aiguë comme une trompette. À gauche, gardez-les à gauche. Ne les laissez pas se regrouper contre le mur. Grace courait avec le premier rang, non pas devant eux, mais parmi eux, ses cicatrices fantomatiques, pâlissant ses foulées courtes mais ininterrompues. Elle n'était ni la plus rapide, ni la plus forte, mais toutes les têtes autour d'elle se levaient plus haut lorsqu'elle criait. Elle menait comme une pierre dans une fronde, donnant du poids à l'arche. Ils heurtèrent la dernière barricade de Pike, qui vola en éclats. Les rondins roulaient, projetant la neige en un halo. Le troupeau se déversa comme une rivière vivante, creusant un nouveau lit. « Allez !» cria Elias, la voix rauque. « Courez !» Ils sortirent de la cuvette, montèrent la selle peu profonde jusqu'à la haute plaine propre, où l'horizon semblait assez proche pour être touché. Derrière eux, la vallée tremblait sous les coups de sabots confus des chevaux qui n'étaient pas libres et les cris frustrés des hommes qui avaient mal compté. Pike n'avait pas fini. La rage stabilisait ses mains. Il se retourna, vit Clara sur la souche et, l'espace d'un instant, envisagea une chose qu'il ne pourrait jamais oublier. Mais un autre cri le détourna de cette pensée, un cri aigu et jeune. Le faux. Il avait été gardé près de l'abri du bassin, surveillé par un groupe de juments et un homme armé d'une fourche qui n'avait que son courage et l'espoir que ce courage était contagieux. Dans le désordre de la victoire, le groupe se dispersa. Le FO, brillant de l'éclat de tout ce qui est nouveau, fit 2 pas vers l'espace ouvert. Un avenir si grand qu'il semblait peser comme la gravité. Pike bougea. Il ne courut pas. Il ne se précipita pas. Il marcha comme si c'était son métier et que c'était un clou qu'il fallait enfoncer. La corde glissa sur son pouce.
Il mesura la distance du regard, comme un charpentier mesure une coupe. Elias le vit. Il ne voyait que Pike et les faux et une ligne entre eux qui mettrait fin à une histoire avant même qu'elle ne commence. Il se jeta en avant, la neige lui agrippant les chevilles, les poumons en feu. « Pike !» cria-t-il. Le chasseur ne le regarda pas, il lança. Grace réagit la première. Elle n'était pas censée être là. Elle n'était censée être rien d'autre qu'un squelette épuisé et une volonté farouche. Mais la mère traversa la pente à une vitesse effrénée, avec un cœur qui refusait de s'arrêter. Elle prit la corde sur son garrot, et non sur son cou, et la boucle se referma sur quelque chose qui ne valait pas la peine d'être gardé. Avec une torsion du corps née de tous les combats auxquels elle avait survécu, elle retourna la boucle et la renvoya. Pike s'abaissa. La corde effleura sa joue et traça une ligne de sang. Il leva le fouet. Elias leva le fusil. « Lâche ça, dit Elias, en visant calmement. « À plat! Quitte la vallée ou meurs ici. » Les yeux de Pike étaient très pâles lorsqu'ils croisèrent en ceux d'Elias pendant un instant. La vallée s'immobilisa, pas silencieuse, jamais silencieuse, mais retenue. La neige flottait dans l'air comme un souffle retenu dans la gorge. Pike analysa la situation. Le troupeau avait disparu au-delà de la selle. Ses hommes étaient dispersés et secoués. Van Dorn était quelque part en train de crier après des fantômes. Le maire, aux côtés d'Elias, était une cicatrice de chair qui le transpercerait s'il bronchait. Et l'homme qui pointait son arme sur son cœur avait le regard de quelqu'un qui avait déjà décidé comment la minute suivante allait se dérouler. Pike baissa le fouet. Il recula, un filet de sang coulant dans sa barbe. Puis il se retourna et s'éloigna en titubant, peut-être pas vaincu dans sa propre histoire, mais tout de même terminé dans ce chapitre. Elias resta debout avec son fusil longtemps après que le besoin s'en soit fait sentir, les mains tremblantes alors que le froid le rattrapait. Clara descendit de la souche et posa sa main sur son épaule. « Ce n'est pas fini, dit-elle sans triomphalisme, mais avec honnêteté. » Mais Dry Creek entendit aujourd'hui le bruit des sabots. Ils écoutèrent ensemble. Le son roulait depuis le haut plateau, diminuant mais restant immense. Silver Hollow semblait plus grand sans le troupeau, son vide, une nouvelle sorte de musique. Elias regarda Grace, qui s'était approchée de son père et avait posé doucement sa tête le long de sa colonne vertébrale. « Nous avons tenu la porte, dit-il à Twan. Ils ont fait le reste. » Au moment où les feux de Silver Hollow se sont éteints, l'histoire s'était déjà répandue plus vite que le vent. Elle a descendu la montagne sur le dos d'hommes aux lèvres gercées et aux yeux éblouis par ce qu'ils avaient vu. Elle s'est répandue sur les porches et dans les granges, a été versée dans des tasses en étain dans le saloon et criée au-dessus des enclumes dans la forge. « Ils sont réels, a dit quelqu'un. Pas 5, pas 10, une centaine par jour. Comme si Dieu avait vidé ses poches et répandu des chevaux. Les vieillards dont on se moquait pour leur légende se redressèrent. Ils fouillèrent dans leurs tiroirs à la recherche de cartes froissées et montrèrent du doigt des creux que personne n'avait pris au sérieux. Les enfants de l'école dessinèrent des chevaux qui n'étaient que des pattes et du ciel et les appelèrent le troupeau de Dieu, comme si ce nom était une empreinte de main sur une clôture fraîchement peinte. Dry Creek semblait différent. La méfiance s'était dissipée, remplacée par une sorte de fierté qui ne coûtait rien à personne. Les gens qui avaient utilisé le nom d'Elias Ward pour hausser les épaules l'utilisaient désormais comme une histoire. Le tenancier du saloon lui faisait un signe de tête lorsqu'il venait prendre un café et non du whisky. Un fermier qui lui avait autrefois payé une demi-journée de salaire pour une journée entière de travail lui serrait la main sans détourner le regard. Dans la rue, des femmes portant des paniers ralentissaient et demandaient des nouvelles de la mère, comme si elle était de leur famille. Clara observait la scène, un petit sourire se dessinant au coin de sa bouche malgré la suie. « Tu vois, dit-elle doucement un après-midi alors qu'il réparait un portail. « Ils voient enfin qui tu es. » Elias resserra la charnière et la testa 2 fois, car certaines habitudes étaient tenaces. « Ils voient le troupeau, dit-il. Ça suffit. » Van Dorn tenta de nier, comme un homme qui se noie tente de respirer. Il clama dans le saloon que la vallée était son pâturage de droit en raison de sa proximité, que tous les pièges qui s'y trouvaient étaient légaux, que tous les Mustangs restants étaient des biens non réclamés qui n'avaient tout simplement pas encore été réclamés. Mais le fer et la corde ne mentent pas, et les hommes qui ont failli être eux-mêmes ligotés non plus. Les trappeurs qui avaient été engagés pour escorter le convoi, mais qui s'étaient retrouvés au bord d'une situation bien plus grave,
se sont manifestés et ont murmuré. Un conducteur de chariot, trop vieux pour avoir peur, et montrait un registre avec des chiffres qui ne ressemblaient pas à des comptes de bétail. Le shérif Abel Arlo a fait preuve d'obstination pendant 3 jours, puis il a perdu toute crédibilité. La foule devant les marches de son bureau n'était pas une émeute. C'était pire pour un homme comme lui. C'étaient des voisins qui avaient des questions et du temps. Il leur a dit qu'il mènerait l'enquête. Il leur a dit de rentrer chez eux. Il s'est dit qu'il ne serait pas le dernier à savoir dans quel sens soufflait le vent dans la ville. Elias n'a pas cherché Van Dorn. Il n'en avait pas besoin. C'est l'homme qui l'a trouvé à une table du saloon où le café était froid et où la salle était devenue silencieuse. Tu t'es moqué de moi, dit Van Dorn d'une voix basse qui se voulait menaçante mais qui sonnait comme un aveu. C'est toi qui t'es moqué de toi-même, répondit Elias. Van Dorn serra les mâchoires. Tu penses que c'est fini? C'était fini, Elias dit. Le jour où tu as décidé que les êtres vivants n'étaient que des biens dotés de poumons. Les chevaux sauvages n'appartiennent à ta personne. Tu as perdu dès que tu l'as oublié. Van Dorn le fixa longuement, cherchant dans ses mots un point faible où enfoncer son couteau. Il ne dut en trouver aucun. Il partit sans finir la boisson qu'il n'avait pas commandée. Personne ne lui dit bon débarras, mais personne ne s'écarta pour lui laisser le passage. Dans une petite ville où tout se sait, tandis que la poussière de la réputation retombait, un autre travail commençait. La remise au bord du cimetière n'était plus un lieu où l'on mourait. Clara frotta ses planches avec de la lessive et de l'eau chaude jusqu'à ce que leurs grains se réveillent comme une peau rouge après le froid. Elias souleva le toit d'1 centimètre avec des renforts et une nouvelle confiance. Ils récupérèrent des façades de stalles dans une écurie en faillite et une rangée de vieilles barrières dans le pâturage arrière de Harland. Là où le vent sifflait autrefois à travers un mur brisé, une large porte s'ouvrait désormais correctement. Le refuge du Mustang, dit Clara, un crayon entre les dents, en montant à bord. On dirait un hymne, on dirait une promesse, dit Elias. La ville arriva comme les villes arrivent, tranquillement et exactement au moment où on avait besoin d'elle. Les prix rapportèrent de l'avoine et un sac de vieux tacs dont la plupart valaient plus d'histoire que d'outils, mais parmi lesquels se trouvait une sangle qui survivrait à 3 selles. Le forgeron, le père de Clara, remonta la ruelle en boitant, avec 2 longueurs de grille en fer sur le plateau d'un chariot, et un regard qui disait qu'il s'était trompé sur quelque chose, et qu'il n'aimait pas se tromper plus que quiconque. Il boulonna la grille au poteau avec la même tendresse que la plupart des hommes réservent au berceau. Les enfants descendirent en essaim, chacun serrant une planche grossièrement coupée et peinte à la va-vite. Ils clouèrent leurs petites pancartes tordues le long de la clôture. La maison de la liberté. Courez librement. Nous vous voyons. Les mots étaient faux et parfaits. Elias apprit que la guérison est un métier dont on ne finit jamais d'apprendre les ficelles. Il apprit le poids du pouls et la patience d'attendre que l'os vous dise quand il a fini de se ressouder. Il apprit à se tenir près de la peur d'une créature sauvage, sans la dominer, jusqu'à ce que la peur recule d'elle-même. Mais la créature sauvage ne s'est pas calmée. Clara lui a appris à bander une entorse et à regarder un tempérament fougueux dans les yeux sans broncher. Elle lui a appris qu'il n'y avait rien de mal à l'appeler une chose douce par son nom. Whittaker est arrivé un matin avec un rouleau de parchemin qui semblait plus vieux que la moitié des hommes vivants du comté. Il l'a posé sur la table et l'a lissé avec ses mains qui ne tremblaient que lorsque le travail était facile. « La terre de ma femme, dit-il simplement, elle a toujours voulu qu'elle serve à quelque chose qui nous survivrait tous les deux. La bande s'étend de la clôture sud à l'embouchure du creux. Gardez-la pour le troupeau. » Elias déglutit péniblement. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Gardez la barrière ouverte, » dit Whittaker, et le coin de sa bouche se tordit comme celui d'un homme se souvenant d'une blague qu'il aimait autrefois. Ils la parcoururent ensemble cet après-midi-là, un ruban de broussailles et de sauge qui serpentait à travers les rochers et glissait droit vers le secret de la vallée. Ce n'était pas seulement un chemin. C'était la preuve légale qu'une ligne sur une carte pouvait être un refuge dans le monde. Grace guérissait lentement, honnêtement, comme le font les meilleures choses. La fourrure sur ses cicatrices ne reposait jamais tout à fait bien et sa démarche gardait toujours le souvenir d'une boiterie. Mais elle portait la tête comme le font les reines dans les tableaux que peu de gens voyaient en personne. À côté d'elle,
Le poulain avait des pattes absurdes et un sens de l'équilibre qui s'améliorait de jour en jour, puis d'heure en heure, puis d'un seul coup. Les gens venaient à la clôture pour voir le maire et restaient pour rire lorsque le faux donnait des coups de sabot dans la lumière du soleil et semblait porter un coup. Une fillette de 7 ans, avec un ruban dans les cheveux, pressa son visage contre les rails et déclara avec une autorité totale: « C'est la reine de Dry Creek. » Et comme personne ne contesta cette affirmation, c'est ce que Grace devint, du moins dans un coin du comté, où les titres s'obtenaient par l'endurance plutôt que par permission. Clara s'appuya contre la clôture et regarda le couple tourner maladroitement en rond dans la cour. « Nous n'avons pas seulement sauvé un cheval, dit-elle. Nous avons sauvé une légende. » Elias ne répondit pas tout de suite. Il ne trouvait pas les mots pour décrire ce qui s'était installé derrière ses côtes et y avait construit une chaise. Il se contenta d'acquiescer, et lorsque la main de Clara trouva son avant-bras, il la laissa où elle voulait. Le soir s'installa dans un nouveau genre de calme. Pas le silence qui ressemblait à une accusation, mais le silence satisfait des tâches accomplies, des animaux nourris et d'une ville qui avait passé la journée à se comporter correctement. Un soir comme celui-là, Elias se tenait sous le porche et regardait vers la ligne rouge de l'ouest. Au loin, là où la terre se confondait avec le ciel, la poussière s'élevait en un voile pâle. C'était peut-être le vent. C'était peut-être des sabots. Il décida que c'était les deux. Il repensa à une nuit où le vent avait tenté d'effacer le monde et avait failli y parvenir. Il repensa à un maire, à moitié enseveli et à moitié mort, qui l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit sans parole de se lever. Il repensa aux brûlures de cordes, aux dents de fer et à chaque petit acte de défi qui s'était ligué pour lui permettre de respirer une minute de plus, puis une autre. Derrière lui, le refuge respirait le grattement d'un sabot sur une planche d'écurie, le soupir d'une porte et une voix humaine disant quelque chose de gentil, car la gentillesse était devenue une habitude. Devant lui, la prairie respirait en retour. Les gens oublieront à nouveau, dit-il doucement, comme un homme qui admet à la fois une crainte et un fait. Mais le troupeau, lui, n'oubliera pas. Il sentit la présence de Clara avant que sa main ne réchauffe son dos. Alors nous leur rappellerons, dit-elle, aussi longtemps qu'il le faudra. Elias laissa les derniers rayons du soleil lui réchauffer le front. L'espoir est tenace, dit-il presque dans l'obscurité. Il trouve toujours le moyen de revenir. Et parfois, il savait maintenant que l'espoir n'arrivait pas avec des trompettes ou des ailes. Parfois, il arrivait sur 4 pattes, avec une cicatrice autour du cou et une voix qui pouvait ouvrir une vallée. Parfois, il vous entraînait dans la neige et vous obligeait à choisir qui vous alliez être lorsque le vent cesserait. Il écouta. Quelque part au-delà de la crête, un rythme rassemblait les battements lointains et faibles d'une liberté que nul homme ne possédait et qu'aucun hiver ne pouvait étouffer. Il sourit légèrement et sincèrement, puis retourna à l'intérieur pour vérifier les loquets de chaque stalle, non pas parce qu'il craignait la nuit, mais parce qu'il aimait enfin le matin qui allait suivre.